Bonsoir tout le monde, quel bonheur de vous voir tous ici ce soir. Je suis Fred Mistretta et je travaille depuis 25 ans dans la recherche clinique, à évaluer l'effet des médicaments sur l'homme, en termes d'efficacité et de tolérance. Mais sans remuer le couteau dans la plaie, je dirais que vous êtes depuis une bonne année très bien informés sur mon métier. Alors j'ai décidé de vous parler de médecine, de l'évolution de la médecine. Comment la médecine a évolué. Depuis 25 ans, la médecine a énormément évolué. Pour preuve, les statistiques de l'INSEE de l'espérance de vie, avec aujourd'hui une espérance de vie qui atteint 85 ans pour les filles et 79 ans pour les garçons nés en 2018. Soit 4 à 5 années de plus que celles et ceux nés 25 ans plus tôt en 1994. On constate une évolution marquante de la médecine. Plus que ça, ce qui m'a intéressé, c'est l'évolution de la médecine au travers de la bonne santé, de l'état en bonne santé, de l'espérance de vie en bonne santé. Et là, je me suis aperçu que c'était très différent. C'est quoi l'espérance de vie en bonne santé ? L'espérance de vie en bonne santé, c'est la durée de vie que vous pouvez espérer sans incapacité aucune. Autrement dit, sans aucune limite dans votre quotidien. C'est bien ce qui nous intéresse dans nos vies. Et quand on regarde les statistiques de l'INSEE, encore une fois, là on s'aperçoit qu'elles sont 15 à 20 ans plus faibles que l'espérance de vie tout court. Avec finalement très peu d'évolution depuis 15 ans qu'elle est mesurée. Alors on voit qu'il y a du travail, énormément de travail, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut être optimiste. Optimiste sur le fait que l'évolution de la médecine va nous permettre, demain, d'améliorer et d'augmenter cette espérance de vie en bonne santé. Alors, en partie, du fait de la Covid-19, d'ores et déjà, on parle de téléconsultation, télésuivi, téléexpertise, avec ou sans objet connecté. Mais demain, techniquement parlant, on peut tout à fait envisager une consultation 100% numérisée et basée sur les risques, vos risques. On peut imaginer recevoir un message nous informant qu'étant donné nos caractéristiques génétiques, nos antécédents personnels et familiaux, notre rythme de vie, notre fréquence cardiaque mesurée en continu, étant donné tous ces éléments-là, notre risque cardiovasculaire a énormément augmenté et qu'il est important de nous prendre en charge, de vous prendre en charge. Alors, cette évolution de la médecine basée sur les risques est la clé de voûte, sans aucun doute, de l'évolution de la médecine. Mais finalement, ce n'est ni plus ni moins que la fameuse médecine 4P dont on entend parler depuis longtemps. Prédictive et préventive, mais aussi personnalisée. Chaque personne est différente, a des caractéristiques génétiques différentes. Et donc, on fait participer le patient. Le patient est au cœur de sa santé. Mais puisqu'elle existe, cette médecine, pourquoi ne se met-elle pas en œuvre de façon satisfaisante ? Nous devons, dans les années qui viennent, lever 2 freins. Le premier frein, c'est que l'ensemble de nos données, je dis bien l'ensemble de nos données, devra être disponible sur une plateforme sécurisée, et une seule et même plateforme. Pas les GAFAM, mais une plateforme dédiée à la santé. Le deuxième frein que nous devrons lever, c'est que nous, en tant que citoyens, nous devons accepter que ces données puissent être enregistrées sur cette plateforme. Si nous levons ces freins, alors la médecine fera un bond, sans aucun doute. Quel bond ? Si l'ensemble de ces données sont centralisées avec de l'IA, on peut imaginer demain un avatar, un jumeau numérique. Ça existe d'ores et déjà. Des sociétés sérieuses travaillent dessus et ont des résultats probants. C'est indispensable de disposer de ces données. Alors, maintenant que vous êtes bien immergé dans cette médecine du futur, elle vous fait rêver cette médecine ? C'est absolument effrayant, j'en conviens. Effrayant. Une médecine basée uniquement sur les risques et sur le digital n'a pas de sens. Il faut absolument maintenir le lien humain qui existe entre le personnel soignant et les patients. C'est indispensable. Le personnel soignant doit maintenir
ce rôle de tour de contrôle afin de nous expliquer de façon éclairée quels sont nos risques, quelle est notre santé, quels sont les traitements et comment on va nous prendre en charge. Les deux questions que l'on devra se poser sont: que fait de mieux un médecin qu'un algorithme d'intelligence artificielle? Mais que fait de mieux également un algorithme d'intelligence artificielle qu'un médecin? Si nous arrivons à potentialiser, si nous arrivons à une hybridation de l'intelligence artificielle et humaine, demain, nous aurons sans aucun doute une médecine augmentée, avec une augmentation de l'espérance de vie bien entendu, mais surtout une augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, c'est notre objectif. Alors, êtes-vous prêts à partager vos données? Êtes-vous prêts à connaître votre avatar? À faire connaissance avec lui? À tester les médicaments sur lui? C'est un vrai challenge. Pour les 25 prochaines années, on est sur un vrai challenge, à la fois politique et sociétal, clairement. Il faudra débattre de tout ça, avec comme objectif d'en faire profiter tout le monde, et ceci, quels que soient ses moyens. Alors j'ai peur que pour moi, à 50 ans maintenant, ce soit un peu tard, mais j'ai hâte et j'ai bon espoir que pour mes deux filles, elles puissent en bénéficier et avoir la même espérance de vie que moi, mais en bonne santé. Je vous remercie.